cancers de la cavité buccale sont le plus souvent la constatation d'un tissu irrégulier de la cavité buccale, de type ulcération ou bourgeonnement, des douleurs, une gêne à la déglutition et également une grosseur dans le cou, ce qu'on appelle généralement un ganglion cervical. Toutes ces manifestations, dès lors qu'elles ne régressent pas spontanément, doivent conduire le spécialiste à orienter le patient vers un centre référent dans la prise en charge des cancers de la tête et du cou. Pour les cancers de la cavité buccale, on s'orientera préférentiellement vers un service de chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Lorsqu'un patient arrive dans le service de chirurgie maxillofaciale pour une suspicion de cancer, qu'il ait été adressé par son dentiste, par son médecin généraliste ou par un confrère chirurgien maxillofacial ou stomatologue exerçant en ville, ce patient rentre dès ce moment-là dans un circuit de soins très spécifique. Tout d'abord, un circuit de soins diagnostiques. Il va falloir confirmer ou infirmer cette suspicion de cancer. Pour cela, une biopsie sera réalisée, soit directement en consultation si la tumeur est accessible facilement, soit au cours d'une endoscopie, qui est un examen réalisé sous anesthésie générale, si la tumeur n'est pas d'un accès aisé. On lance en général, dès cette première consultation et dès l'évocation d'une possibilité que le patient soit porteur d'un cancer, un bilan plus vaste qui permet d'avancer dans la caractérisation de cette lésion, tant radiologique que biologique. Le but de l'imagerie est de faire le bilan des lésions. Il est déjà fait dans un premier temps par le clinicien qui a déjà visualisé la lésion, mais le clinicien ne peut pas voir les structures profondes, notamment l'extension de la lésion au niveau de l'os et au niveau des voies aérodigestives profondes, donc la recherche de localisation ailleurs. L'étape suivante est donc l'endoscopie réalisée à visée diagnostique. Au cours de ce geste, réalisé sous anesthésie générale, on va explorer toutes les voies aérodigestives supérieures à l'aide d'un tube rigide et d'une lumière froide qui va permettre de déplisser tous les recoins des voies aérodigestives supérieures, de la gorge et de la cavité buccale, pour caractériser plus précisément les limites de la tumeur qu'on a observée en consultation, pour s'assurer qu'il n'y en a pas une seconde dans une autre localisation qui ne serait pas accessible à l'examen direct, et enfin pour réaliser une ou des biopsies qui vont permettre la confirmation histologique ou l'infirmation du diagnostic. Ce prélèvement va subir alors un certain nombre d'étapes techniques qui vont permettre l'élaboration de ce que nous appelons une coupe histologique. Et c'est à partir de cette préparation histologique que le médecin anatomopathologiste va élaborer son diagnostic. Le rôle de l'anapathe à ce stade est de confirmer ou d'infirmer la suspicion clinique de tumeurs malignes ou cancéreuses. Cette endoscopie est donc réalisée sous anesthésie générale, en général en hôpital de jour, c'est-à-dire que le patient rentre le matin et sort le soir si ses conditions de vie le permettent. Le patient est ensuite revu en consultation par son chirurgien qui donc, avec le résultat d'anatomopathologie, confirme ou infirme le diagnostic. Si le diagnostic de cancer est confirmé, le bilan est complété par un certain nombre d'examens d'imagerie. En général, un scanner cervico-facial est réalisé. Il est parfois complété, pour certaines localisations, d'une IRM. L'IRM, elle, va permettre de faire un bilan d'extension beaucoup plus précis. Un bilan plus à distance est réalisé, comprenant, dans la plupart des cas, une fibroscopie œsogastro-duodénale, parfois une échographie hépatique et de façon assez systématique, un scanner du thorax. Donc le scanner va comporter une étude des voies aérodigestives, donc un bilan local, et va s'étendre au niveau du thorax et, si nécessaire, au niveau de l'abdomen.
ce qui permettra de voir s'il y a ou non des localisations secondaires qui vont conditionner la prise en charge thérapeutique du malade. À l'issue de ce bilan, le chirurgien a une idée très complète de l'étendue de la lésion dont est porteur le patient, à savoir s'il s'agit d'un petit cancer ou d'une lésion déjà plus développée, si cette lésion est limitée à une extension locale ou bien si on doit prendre en compte le développement de métastases à distance. Le dossier du patient est alors discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, en présence du patient si son chirurgien le souhaite, en son absence si cela ne lui paraît pas nécessaire. Au cours de cette réunion de concertation pluridisciplinaire qui réunit les chirurgiens, les oncologues radiothérapeutes, les radiologues, les anatomopathologistes, les psychologues du service, ainsi qu'éventuellement un certain nombre d'interlocuteurs invités lorsqu'il s'agit de discuter d'un patient donné avec une caractéristique médicale particulière. Le dossier est présenté et chacun donne son avis sur l'opérabilité du patient, c'est-à-dire est-ce qu'un patient peut supporter une intervention, et sur l'extirpabilité de la tumeur, c'est-à-dire la possibilité pour le chirurgien de retirer cette tumeur tout en préservant une qualité de vie décente pour le patient. Au cours de cette réunion de concertation pluridisciplinaire sont aussi discutées les solutions alternatives à la chirurgie lorsque celle-ci n'est pas praticable. Il s'agit en première ligne de la radiothérapie, éventuellement potentialisée par la chimiothérapie. Dans certains cas, la radiothérapie et la chimiothérapie sont proposées comme traitement non pas en remplacement de la chirurgie, mais en complément de la chirurgie, selon des critères histologiques qui sont discutés lors de cette réunion. Le traitement de référence des cancers de la cavité buccale est chirurgical. Une radiothérapie complémentaire est préconisée en cas de stade avancé, parfois associée à la chimiothérapie. Pour les patients dits non opérables, le traitement de référence repose sur l'association de radiothérapie et de chimiothérapie. Chez les patients âgés de plus de 70 ans, la chimiothérapie n'est plus indiquée. La radiothérapie exclusive devient le traitement standard. La radiothérapie consiste à répéter quotidiennement des séances de rayons focalisées sur la tumeur et les ganglions. Les effets secondaires aigus de la radiothérapie sont principalement les aftes buccaux et les difficultés à déglutir. Ils surviennent après la 3e semaine et nécessitent parfois le recours à une assistance nutritionnelle. À long terme, la sécheresse buccale constitue le principal inconvénient. La chimiothérapie consiste à administrer par voie orale ou intraveineuse des médicaments dirigés contre les cellules cancéreuses. Dans les cancers de la cavité buccale, elle est administrée par voie intraveineuse à raison de 3 injections pendant la radiothérapie. Premier jour des rayons, 22e jour des rayons et 43e jour des rayons. Les effets secondaires de la chimiothérapie sont principalement digestifs, les nausées et les vomissements. Pendant la période des soins, une visite hebdomadaire est effectuée par l'oncologue radiothérapeute, l'objectif étant la surveillance du poids, l'adaptation des traitements antidouleurs et les soins locaux. Les progrès de la chirurgie reconstructrice nous permettent aujourd'hui une amélioration considérable de la qualité de vie des patients avec une réhabilitation fonctionnelle et esthétique optimisée. Dès le diagnostic de cancer, ou même dès son évocation, il est proposé aux patients d'être suivis par les psychologues du service qui sont spécialisés dans la prise en charge et le suivi de patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures. Les psychologues sont présentes lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire et prennent en charge les patients dès qu'ils en ressentent le besoin,
tout au long de leur parcours de soins. Au sein de cette prise en charge pluridisciplinaire, ce service vous propose l'aide et l'appui d'une équipe composée de psychiatres, psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes. La prise en charge se fait dès votre arrivée dans le service et vous accompagne tout le temps nécessaire et tout le temps que durera la maladie et au-delà. Comme toutes les autres maladies, naturellement, cette affection n'est pas pure mécanique et physique, mais il faut tenir compte de l'aspect moral et psychique. Alors ce moment peut être l'occasion de s'interroger, de reconsidérer les liens personnels, la façon de vivre, les liens familiaux et peut-être l'occasion d'un enrichissement considérable. Ceci paraît extrêmement paradoxal, mais c'est quelque chose qui se voit très régulièrement. C'est pourquoi nous souhaitons vous aider à retrouver des repères vers une capacité plus importante de faire front et de sortir de ce moment difficile. Une secrétaire est dévolue au comité de cancérologie. Elle est l'interlocuteur privilégié des patients pour tout ce qui concerne la prise de rendez-vous, les démarches administratives. À l'issue de ce comité, une décision officielle du comité est émise qui est adressée au chirurgien responsable du patient. Le chirurgien et le patient se reverront au cours d'une consultation, dans la semaine en général qui suit le comité, au cours de laquelle ils auront une nouvelle discussion à propos des modalités thérapeutiques, puis l'intervention ou le traitement par radiothérapie seront organisés de façon formelle entre les différents interlocuteurs. Lors de l'hospitalisation, du bloc opératoire à la sortie du patient, l'équipe médicale et paramédicale, hautement spécialisée dans la prise en charge des patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures, permet une prise en charge dans des conditions de sécurité optimales. À l'issue de l'hospitalisation, selon l'état antérieur du patient, selon la gravité de sa maladie, selon la lourdeur de la prise en charge chirurgicale, il peut retourner à son domicile ou être envoyé dans une structure de soins de suite, c'est-à-dire une maison de repos. Lorsque l'ensemble de la pièce chirurgicale, c'est-à-dire du cancer qu'on a enlevé, a été analysé par les anatomopathologistes, la réunion de concertation pluridisciplinaire statue à nouveau sur la nécessité d'un éventuel traitement complémentaire par radiothérapie ou par radiochimiothérapie. L'étude anatomopathologique de cette pièce opératoire aboutit à l'élaboration du compte-rendu définitif. Dans la conclusion du compte-rendu, on va trouver la taille de la tumeur et ses distances par rapport aux limites de la pièce opératoire, son type, ses facteurs histopronostiques. Le compte-rendu précise également le statut ganglionnaire. Ces données anatomopathologiques aboutissent à la classification PTNM de la tumeur. P en minuscule pour pathologie. T correspond à la taille de la tumeur et comporte 4 niveaux. N précise la présence ou l'absence d'envahissement ganglionnaire et comporte 4 niveaux. Et M précise la présence ou l'absence de métastases tissulaires à distance et comporte 3 niveaux. L'ensemble de ces données anatomopathologiques va permettre aux cliniciens d'affiner leur stratégie thérapeutique post-opératoire. Cette réunion a lieu en général à peu près 6 semaines après l'intervention et c'est aussi la date à laquelle doit commencer, s'il est nécessaire, ce traitement complémentaire. Celui-ci est réalisé soit en externe dans un centre hospitalier proche du domicile du patient, soit au cours d'une hospitalisation dans un établissement spécialisé. Le suivi du patient à l'issue de son traitement complet, donc chirurgie seule, chirurgie associée à de la radio et à de la chimiothérapie, radio-chimiothérapie exclusive selon les cas. À l'issue du traitement, le patient doit être suivi très longtemps par son chirurgien.
Les recommandations officielles des sociétés savantes stipulent que le patient doit être revu tous les 2 mois pendant 2 ans, puis tous les 3 à 4 mois pendant 3 ans. À l'issue donc de ces 5 ans, le patient est revu tous les 6 mois, puis tous les ans. Nous préconisons une surveillance à vie. Effectivement, la maladie initiale peut récidiver, et c'est ce qui se passe parfois dans les 2 premières années de suivi. Le risque ensuite de récidive s'amoindrit considérablement. Il est néanmoins présent et il ne faut surtout pas négliger ce risque. Ce suivi est assuré par le chirurgien qui a pris le patient en charge initialement, qui connaît bien sa lésion initiale, qui sait précisément ce qu'il a réalisé comme geste chirurgical et qui est donc le mieux à même d'assurer le suivi clinique du patient. Un certain nombre d'examens complémentaires peuvent être réalisés soit de façon systématique, soit lorsqu'apparaît un signe clinique qui inquiète le patient ou son chirurgien.